Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? L'écologie, un mot tellement populaire mais tellement important à connaître et à comprendre vu l'urgence de la situation climatique. Des personnes ont compris cette urgence et ont décidé d'agir maintenant. C'est le cas d'Emmanuelle Lacoste, présidente de la société R3 Attitude, spécialisée dans la gestion de projets environnement. Une femme idéaliste qui pense que la meilleure des politiques, c'est celle de l'action. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de son parcours, de ses actions et de la femme entrepreneur qu'elle est. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia, brown sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Cynthia. Ça va? Ça va, merci. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très honorée de te recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir également de participer à ce podcast. Donc, merci à toi pour l'invitation. Alors, première question, qui est la question signature que je pose à tous mes invités. C'est pour te mettre dans l'ambiance. Tu es plutôt thé ou café? Définitivement thé. Thé, d'accord. Thé Okay. en vrac, si possible, et dans un mug ou une gourde isotherme, et ça sera le thé. D'accord, ok, on se fait une pause thé. Ça me va très bien. Je viens de boire une tasse de café, donc une pause thé. Alors, pour comprendre un peu la femme que tu es devenue, on va un peu remonter le temps. Quel genre de petite fille étais-tu? Eh bien, assez discrète, Ouais. timide, voilà. J'ai eu la chance, par l'intermédiaire de ma mère, de voyager, puisque dans sa profession, elle pouvait avoir des mutations. Et du coup, que ce soit dans le sud de la France ou la Guyane française, j'étais très axée sur la musique, voilà, à la maison. Et puis si je sortais de la maison, c'était pour rester dans le jardin ou me rapprocher des animaux, de la nature. D'accord. Et voilà, j'ai quand même eu un intérêt pour donc les voyages et connaître les autres cultures, apprendre les langues étrangères pour pouvoir communiquer. Et voilà, c'était mon univers. Tu parles combien de langues? Alors, ça dépend ce qu'on entend par parler, Ouais, mais alors, on va dire... c'est-à-dire se débrouiller au quotidien, tu vois, dans la vie de tous les jours. Oui, dans le quotidien, bon bah il y a le français, il y a le créole, il y a donc tu vois j'ai parlé de la Guyane, il y a le créole guyanais, Guadeloupe, Martinique, bon voilà. Il y a l'anglais, l'espagnol, le portugais du Brésil. Ouais. J'ai appris le japonais également. C'est vrai. Ouais. Wow. Et j'ai appris au départ dans les bouquins. Et puis, j'ai fait une année ou deux à l'Institut japonais à l'époque où j'étais en région parisienne. C'est génial. Ouais, c'était sympa. Et c'était pour ta formation, c'était vraiment un plaisir personnel? Au départ, oui, c'est vraiment parti d'une influence de mes cousines d'ailleurs, qui étaient très axées manga et animé. Et puis, je me suis intéressée à ce monde asiatique. Et puis, c'est vrai que par l'intermédiaire de mon activité professionnelle de l'époque, j'avais des contacts avec des filiales qui étaient au Japon. Mais voilà, et puis... Non, c'est vraiment l'intérêt des langues étrangères de manière générale. Donc, d'accord, génial. voilà. Bah justement, on va rester sur ta formation. T'as fait quoi comme formation? Alors... Ben voilà, c'est vrai que j'ai évolué au niveau linguistique. Je me destinais à être dans la traduction, dans l'audiovisuel. Donc j'ai fait des études en LEA, langue étrangère appliquée. Et puis j'ai basculé, on va dire, dans les ressources humaines. J'ai fait une formation en alternance, RH. Donc tout ce qui touche au recrutement, à la formation, aux avantages sociaux, etc., etc. Donc j'ai travaillé beaucoup en intérim. J'ai fait un petit peu tout type de structure, des petites entreprises, des grands groupes à filiales dont je parlais tout à l'heure. Et ensuite, je me suis formée dans l'aérien pour être navigante.
Donc voilà, j'ai évolué de nombreuses années dans le secteur de l'aérien. J'ai encore un peu un pied dedans d'ailleurs. Et puis en parallèle à cette activité, je sentais déjà mon envie d'agir pour l'environnement et pour les territoires où j'évolue. Et du coup, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé une société. Mais je continue toujours à apprendre et à me former finalement parce que l'année dernière, c'était 2020. Donc, c'était la période, on va dire, de la crise sanitaire que tout le monde connaît maintenant. Et j'étais en train de me former pour chargée de projet communication digitale, donc c'est de la stratégie de marketing, quoi. Et puis encore cette année, j'envisage d'autres formations plus obtus dans la qualité pour être responsable QSE, qualité, sécurité, environnement. Donc c'est un petit peu pour faire le lien sur toutes mes activités, mais être beaucoup plus précise d'un point de vue système de management pour accompagner les entreprises aussi dans la qualité. Ouais, c'est le but. Alors, on va détailler tout à l'heure justement ce que tu fais aujourd'hui avec ta société R3 Attitude. Moi, je reviens quand même sur ton parcours qui est hyper intéressant parce que c'est vrai que je le dis souvent, mais dans les pays francophones, on a tendance à se mettre dans une case et pendant de très longues années rester dans cette case-là. Donc, on va faire par exemple des études de compta, puis on va rester dans la finance pendant toutes ces années, pendant très longtemps, pardon. Et toi, tu nous montres que finalement, on peut faire tout un tas de choses et se découvrir et grandir avec toutes ces expériences. Au début, tu as commencé avec les langues, qui finalement se retrouvent aussi aujourd'hui dans le métier aérien dans lequel tu es encore. Mais tu as travaillé dans les ressources humaines, c'est aussi lié à l'aérien, mais c'est aussi lié à ton accompagnement dans les entreprises. Toi, tu verrais ton parcours comment tu le définirais, par exemple, par rapport à un jeune qui ne sait pas quoi faire de sa vie? Et je peux le comprendre totalement. Toi, tu lui dirais quoi à ce jeune par rapport à ton expérience? Alors, c'est vrai, comme tu l'as précisé, en France, on a tendance à demander beaucoup de CV, à lire ce qu'il y a sur le papier et peut-être moins observer dans la pratique, voir les compétences. On parle de soft skills aussi. Des candidats, enfin des collaborateurs. Quand on regarde un CV, c'est vrai qu'on regarde les années, les évolutions, on essaye de trouver un sens, une logique à l'enchaînement des parcours. Et ce que je pourrais dire aux jeunes qui justement construisent leur CV, c'est de rester toujours en accord avec soi-même déjà. Parce que peu importe le CV, peu importe le contenu, si on sait le justifier et qu'on a une certaine conviction, on est en harmonie avec ses actions, en fait, au contraire, c'est plus que passionnant parce que c'est ce qui va permettre d'enrichir les échanges lors de l'entretien, mais aussi d'avoir une valeur ajoutée dans l'entreprise en tant que salarié ou en tant que prestataire, justement, comment se démarquer et voir ce qu'on pourra apporter de nouveau. Parce que souvent, on est rassuré lorsqu'on a un CV, on va dire, un profil type, un candidat qui ressemble à ce qu'on recherche, à une fiche de poste. Et en même temps, on se dit, ah, mais celui-là, il est original, il y a une note supplémentaire que j'aimerais découvrir et qu'est-ce qu'il va m'apporter. Donc, il y a des évolutions aussi au niveau RH, ressources humaines, dans la façon de recruter. Donc, faut pas avoir peur, faut pas se dire ah oui mais je rentre pas dans une case. À mon sens, c'est vrai que ça rassure parfois d'avoir des grandes lignes, de se dire j'ai tel diplôme, donc j'ai telle faculté, j'ai telle compétence. C'est vrai que c'est important pour accéder à des postes parfois, on va dire à responsabilité. Et en même temps, on peut pas faire, comment dire. On a certaines fois une attitude dans un milieu professionnel et puis une autre, on va dire, en milieu privé, personnel, mais on reste la même personne. Donc, si on peut trouver des adéquations et puis rester soi-même, c'est le mieux. Et tu me tends la perche parce que du coup, ça m'amène à parler d'ikigai. Peut-être que tu as entendu parler d'ikigai. Vas-y, justement, c'est quoi l'ikigai? Tu vois, on reste dans le Japon. C'est un mot japonais.
Comment résumer l'ikigai? Moi, je pense l'avoir trouvé, mais j'y travaille encore d'ailleurs. L'ikigai, c'est un ensemble, c'est un équilibre à trouver entre justement ses aspirations personnelles, ce pourquoi on peut être payé, donc comment on se situe dans le milieu économique, ce dont le monde a besoin, donc trouver un sens aussi à ses actions, et ce qui nous passionne. Donc finalement, c'est trouver le juste milieu entre ses compétences, ce qu'on aime faire et ce pourquoi on sera payé, quoi. Ouais, on sera bien et ça donne du sens au quotidien. C'est ce qui va nous donner envie de se lever le matin, quoi. Moi, je suis en train de travailler dessus. Je crois que je commence à toucher du doigt un petit peu. Comme toi, j'y suis pas encore, mais je commence à comprendre dans quelle direction je dois aller. Et c'est vrai que c'est super intéressant. J'avais acheté un livre, je le mettrai dans les liens. Justement, le nom c'était Ikigai, trouver son Ikigai ou quelque chose comme ça. Certainement. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça nous permet de faire une introspection de vraiment de qui on est. Tout à fait. À quel stade on en est aussi, parce que on n'est pas la même personne qu'il y a 10 ans, normalement. Exact, oui. Normalement. Et je trouve ça super intéressant. Donc, merci d'en avoir parlé, parce que c'est vrai que c'est super intéressant de pouvoir se définir et se dire, OK, aujourd'hui, j'en suis à ce stade-là, et j'aimerais aller là. Et c'est pas évident. Faut pas croire que c'est évident. C'est hyper compliqué, en fait. On a l'impression pas de savoir qui on est. Puis, quand on se pose plein de questions, on dit, ah, mais mince, je sais pas. Donc, c'est super intéressant. Alors, on va rester sur la notion d'écologie parce que je pense que c'est quand même l'une de tes missions Ikigai. Oui, exactement. Est-ce que, toi qui viens de la Guadeloupe, est-ce que tu as grandi avec cette notion d'écologie? Si oui, comment ça se traduisait au quotidien? Et sinon, quand est-ce que ça a commencé à émerger dans ton esprit? Eh bien, comme je le précisais, j'ai grandi en Guyane française. Donc, j'ai évolué pas mal dans ce qu'on appelle maintenant les DROM, les départements et régions d'outre-mer. Et je suis arrivée en Guadeloupe, on va dire en 2007. Je suis arrivée à Saint-Martin, plus précisément, donc les îles du Nord de la Guadeloupe. Mais bon, je pense qu'on est tous plus ou moins concernés, qu'on soit une île ou qu'on soit un département d'outre-mer comme la Guyane. On a un peu les mêmes particularités, spécificités d'un point de vue écologique. C'est-à-dire, moi, j'ai constaté comme point commun déjà qu'on a beaucoup de richesses, en fait. On a une biodiversité immense, en fait, magnifique, que ce soit au niveau terrestre, au niveau aquatique. Et on a un patrimoine culturel aussi qui fait l'authenticité de chaque département, en fait, que ce soit la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, etc. En même temps, en fait, et c'est de là où est venue un petit peu la création de l'entreprise, en même temps, j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup de déchets, finalement, qu'on retrouve dans la nature. Et j'étais témoin de scènes un petit peu, mais hallucinantes, en fait. J'ai encore l'image en fait d'un jeune qui déjà va dans la rivière avec sa voiture pour laver sa voiture. Ça m'exaspère. Voilà, donc bon, c'est pas que dans les films, et qui à côté donc de sa voiture, les pieds dans l'eau, prend son gel douche, se lave, etc. Et comme la bouteille de gel douche est terminée, elle est finie, je vais la jeter dans la nature. Non. Et donc la jette dans l'eau. Et j'étais accompagnée d'enfants ce jour-là, donc il a couru par réflexe d'ailleurs prendre le contenant en plastique pour lui ramener, parce que pour lui c'était inconcevable qu'il le jette volontairement. C'était ça a dû glisser des mains en fait. Et il lui ramène, et puis là il était tout gêné parce qu'il a vu tous les regards fixés sur lui et il s'est dit qu'est-ce que je fais maintenant de ma bouteille? Bon, bref, tout ça pour dire que on a des belles îles, et parfois, même souvent, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas toujours compte. Il y a des prises de conscience qui sont encore à faire au niveau de la beauté et de nos richesses. Et pour les préserver, en fait, je pense que ça passe par là. C'est communiquer, informer. Mais savez-vous que si vous jetez votre déchet dans la nature, que va-t-il devenir? Savez-vous qu'il existe des filières pour les revaloriser, etc., etc.
Est-ce que Donc, tu penses que il y a justement ce genre de réaction parce que les gens sont blasés et n'ont plus conscience de la beauté de l'île, ou parce que justement il y a une méconnaissance? Parce que tu sais, je te donne un exemple. Moi qui ne vis plus en Martinique, je réalise en étant dans une grande ville la beauté de mon île en fait. Même si je savais qu'elle était belle, mais tu vois, par exemple, je suis revenue aux Antilles pour des vacances et je voyais des maisons avec vue sur la mer, mais des maisons qui étaient pas entretenues, tout ça. Et je me disais, mais c'est dingue parce que pour n'importe qui, tu te dis waouh quoi. Et juste ouais. en train de ta maison parce que tu te dis mais c'est énorme ce que tu as. Et alors bien sûr, il y a peut-être beaucoup de choses qui rentrent en compte, hein, le coût des rénovations, tout ça machin. Mais c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que quand tu vis au quotidien quelque part, tu en oublies la beauté de cet endroit, peu importe où c'est. Là, on parle d'une île, mais peut-être un Parisien oubliera la beauté des Champs-Élysées ou d'un appartement haussmannien, tu vois, parce que justement, t'es tous les jours en contact avec ce truc, alors que quand tu pars, tu te dis, ah bah non, finalement, c'était quand même pas mal. Est-ce que tu penses que c'est ça, parce qu'on est blasé, ou est-ce qu'il y a vraiment une méconnaissance du sujet qui est l'écologie et le recyclage et tout ça? Oui, alors je pense qu'il y a un peu des deux, qu'il y a à la fois le côté routine, habitude et le manque d'information, de connaissances. Pour la routine, c'est vrai que, comme tu l'as cité en exemple, j'ai évolué de nombreuses années à Paris et puis c'est quand il y a une amie, un touriste qui vient que si on allait à la Tour Eiffel, alors que j'y vais jamais. Et c'est comme quand on est sur une île, c'est les touristes, la famille qui vient nous voir. Tiens, on va t'emmener à la plage. Je vois la mer au loin, mais c'est pas pour autant que tous les jours je vais aller me baigner, quoi. Je vais en profiter, mais disons que je vais pas être aussi active pour en profiter. Donc, parfois, je reviens au voyage, en fait, parfois, comme tu dis, prendre du recul, aller voir d'autres contrées, d'autres cultures, c'est aussi s'apercevoir que quand on revient chez soi, en fait, parfois, on a déjà tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin, et pourquoi aller chercher plus loin? Mais il faut aller voir ailleurs pour s'en rendre compte, parfois. C'est vrai. Et en même temps, même sans voyager, il y en a plein qui en profitent. Je dirais pas que c'est plus les anciens que les jeunes, parce que tout le monde est quand même engagé sur son territoire de manière générale. Mais c'est vrai, il y a ce manque de connaissances sur, je dirais sur l'économie, sur les réelles activités, les acteurs qui œuvrent en fait sur le territoire. Parfois, c'est l'inverse. On a tendance à trop regarder à l'extérieur et pas regarder ce qui se passe chez nous. Et du coup, on en oublie que nous-mêmes, on peut agir, en fait. Clairement, clairement. Et justement, toi, tu as agi en créant R3 Attitude, une entreprise qui accompagne les professionnels dans leur démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, R3 Attitude, pour commencer, je vais définir le R3, parce que 3 R, le R peut vouloir dire beaucoup de choses, mais dans mon entreprise, ça veut dire réagir, recycler et recréer. Ok. Alors, ça reprend un peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que réagir, c'est prendre conscience qu'on a des valeurs, des richesses sur nos territoires ultramarins. Donc, comment on réagit, comment on comprend la situation. Le recycler, ça va être parce que les emballages boissons, par exemple, on en consomme beaucoup quand on est au chaud. Et, parce qu'on a aussi des difficultés pour certaines régions à avoir l'accès à l'eau. Donc, on va être grand consommateur de bouteilles d'eau. Et pourtant, on va pas les recycler, on va pas les trier, ça va rester un bien de consommation, mais on va pas le réinsérer dans une filière de valorisation. Et donc le recréer, c'est justement pour ensemble trouver des idées innovantes, trouver des solutions adaptées à nos territoires pour faire en sorte que on dynamise une économie circulaire, qu'on remette une boucle dans tout ça et qu'on arrête un peu d'être dans la surconsommation, de donner du sens à tout ce qu'on fait. C'est je vais acheter une bouteille d'eau, ok, est-ce que j'étais réellement obligée de le faire? Et si je l'achète, qu'est-ce que j'en fais derrière, quoi.
C'est être en perpétuel questionnement. Donc, c'est pas évident. Mais voilà, c'est le rôle d'R3 Attitude, c'est d'essayer de traduire des notions un peu techniques et chiantes, du recyclage, mais accessibles au grand public et un petit peu de donner envie. Donc, on porte une touche ludique. On essaye d'aborder ça avec le jeu. Voilà. Comment est venue cette idée? Pourquoi avoir créé R3 Attitude? Alors, l'idée, comme je le disais, en fait, c'est pas vraiment une idée, c'est parti d'un constat. C'est il y a des déchets quand je vais à la rivière, je vais à la plage, je vais dans l'eau et je vois des sachets plastiques, je vais dans le sable, je vois des mégots. On est loin de la carte postale et du paysage idyllique, comme tu dis, que l'on voit quand on est dans un milieu citadin, quoi. Donc, que faire? Déjà, on s'interroge pourquoi. Ensuite, qu'est-ce qui existe déjà et pourquoi ça fonctionnerait pas ou mal? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et en fait, je vais reprendre un petit peu une citation, je crois, de Gandhi, qui dit qu'une petite action vaut toujours mieux qu'une grande intention. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Est-ce que je peux agir? Est-ce que ça aura du sens, un impact? Et si c'est au moins dans mon entourage, avec mes proches, je pense que c'est important de faire passer des messages et de faire ouvrir les yeux. Donc, c'est parti de là. L'idée de la création R3 Attitude, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? On verra où ça me mènera, si ça prendra de l'envergure ou non, mais au moins, je vais agir en Guadeloupe. Et puis, en gros, mon rêve, c'est d'être plus qu'en Guadeloupe, quoi. C'est en Martinique, parce que quand même, je suis de là-bas. Mon père est en Martinique, en Guyane, parce que c'est là où j'ai grandi. Ma mère, elle est en France maintenant, mais bon, elle est restée de nombreuses années à La Réunion. Donc, c'est ça, c'est agir pour les territoires ultramarins et créer une communauté un petit peu engagée pour me faire savoir que je suis pas toute seule à penser la même chose. Alors, tu n'es pas toute seule, rassure-toi, tu n'es pas toute seule. Déjà, moi, je pense comme toi, donc ça fait déjà 2. Mais c'est vite. Mais moi, ce que je trouve quand même impressionnant, c'est que tu as cette idée. Tu as cette idée de te dire, OK, moi, je veux agir parce qu'il y a un constat qui est fait, il y a un problème, je constate ça, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant que tu es là, comment tu mets en place une société de cette envergure, parce que c'est quand même énorme ce que tu souhaites faire avec R3 Attitude, comment tu mets ça en place? En sachant qu'à la base, c'est toute seule, il y a toi et ton idée. Comment tu fais? Oui, il y a moi et mon autre moi. Bon, sur moi, des fois, je me demande moi, si je suis seule. En vrai, ouais, on est plusieurs selon les jours. Comment on procède? Bon, alors, c'est vrai que à l'époque, j'ai eu une phase de bilan de compétences, on va dire, pas de reconversion, mais d'introspection, quoi, savoir qu'est-ce que je veux faire réellement. Et j'ai été au Pôle emploi, j'étais chez Paul, et j'ai été suivie par un consultant extérieur dans la création d'entreprise. Donc ça, c'était plus pour la partie, on va dire, tu vois, statut juridique. Est-ce que je veux vraiment créer une entreprise et pas une association? Donc on pèse le pour, le contre, on voit les aides possibles et le contexte économique. Parce qu'il faut savoir que j'ai quand même beaucoup réfléchi. Au départ, c'était pas je vais recycler. C'était encore un projet plus grand, plus fou. On va dire que pour l'instant, tu n'es qu'aux prémices de l'idée finale. Oui, et encore, je la remodèle. Ouais. D'accord, ok. Mais bon, l'idée de base, c'était je vais avoir l'usine pour récupérer les bouteilles, pour les recycler. Enfin, genre, moi toute seule, j'allais faire toute la chaîne de recyclage. Okay. Donc, j'étais très ambitieuse. Mais lorsque j'ai vu et j'ai compris comment ça fonctionnait, je me suis dit, on va procéder par étapes quand même. Voilà, et on va revoir les choses autrement. Et donc, voilà, ça permet, comme je disais, de réfléchir et de centrer, d'axer ces idées dans la création d'entreprise. Et puis un peu plus, à un moment donné, il faut se lancer. Donc on m'a mis des coups de pied. Bon, allez, c'est bon, c'est l'air. Tu as créé juridiquement, mais maintenant il faut que l'activité elle démarre. Donc c'est parti avec un fournisseur de l'Hexagone qui avait mis au point une machine ludique pour
inciter à trier. Et quand on déposait sa bouteille en plastique dans la machine, ça lançait un jeu comme au casino avec les jackpots. Et on pouvait soit gagner des cadeaux en fonction des partenaires commerciaux, faire aussi un don pour une association. Donc moi, je m'occupais des conventions pour les associations, les financeurs, trouver des partenaires qui allaient offrir des cadeaux. Et finalement, voilà, je m'adressais à la fois aux entreprises en B2B. Voilà, vous êtes engagés sur le territoire, faites-le nous savoir, quoi. Parce qu'en plus, sur la machine, il y avait des écrans où on peut communiquer de manière responsable. Et en B2C, donc aux consommateurs directement, pour, comme on le disait à l'instant, faire savoir que le geste de tri, l'éco-geste est important, surtout sur une île. Et puis ça a évolué et je me suis toujours entourée notamment d'incubateurs, on appelle ça un incubateur pour dynamiser l'entrepreneuriat au féminin. Donc il y a eu les Talentueuses de Guadeloupe et en ce moment je suis encore d'ailleurs aux premières de Guadeloupe, les premières de Guadeloupe. C'est un incubateur qui existe aussi en France et en Guyane et en Guadeloupe depuis 2019. Et dans cet incubateur, en fait, ça nous permet d'avoir déjà rencontrer d'autres porteuses de projets, donc de se dire partager les expériences, à quel stade t'en es, etc., s'entraider, et puis de pouvoir rencontrer des experts dans leur domaine d'activité, de faire des formations, que ce soit au niveau marketing, savoir remodeler son business plan, son modèle économique, faire le point au niveau financier avec des experts comptables et tout ça. Donc, même si on a déjà créé, parfois on a encore ces besoins-là pour s'adapter et rebondir. Parce que au niveau entrepreneurial, en fait, rien n'est figé. Et du coup, là, j'évolue davantage dans le conseil, l'accompagnement des entreprises dans la gestion de projets. Donc, on va finalement étudier au niveau stratégique comment on peut réduire des déchets, parce qu'en même temps, ça va faire des économies de coûts et donc permettre à l'entreprise d'être plus performante. Et puis, si vraiment le déchet d'activité économique est là, comment mettre en place le tri, se mettre en conformité, parce que faut savoir que la réglementation est différente quand on est un professionnel et quand on est un particulier. Donc, on a un regard différent et des obligations différentes. Donc, j'accompagne pour la gestion de projet et aussi pour s'améliorer au continu. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qu'on apprend quand on devient entrepreneur, c'est que parfois on veut tout faire d'un coup et on s'aperçoit que son client aussi, il a plein d'envies, mais il n'a pas forcément les moyens. Donc, on procède par étapes. Et l'essentiel, c'est d'avancer, de faire petit pas par petit pas, mais d'avancer. Voilà. Donc, quelle que soit l'étape du client, je le conseille et je m'adapte aussi au mieux. C'est super intéressant. Et on reste pour l'instant sur la partie entrepreneur. Est-ce que tu penses, avec un petit peu de recul, que créer une société de l'envergure de la tienne, c'est compliqué sur une île? Ou est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a quand même on peut quand même avoir accès à pas mal d'aides? Toi, parce que justement, tu l'as vécu il y a pas longtemps, t'as quel regard sur ça? Parce que tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui partent parce qu'on a cette impression que voilà, dans les Antilles, c'est compliqué, on peut pas. Et j'ai pour l'instant beaucoup d'échos qui me disent le contraire, que si on peut, c'est pas forcément facile, mais on peut. Donc moi, j'aimerais justement avoir ton regard qui, toi, justement, t'es lancé il y a pas longtemps. Comment tu vois la chose? Alors, je vois la chose positivement, pour commencer. C'est vrai qu'on entend beaucoup que les jeunes partent en Hexagone ou ailleurs, d'ailleurs, Canada, Caraïbes, etc. Mais à mon sens, c'est plus pour la formation, pour avoir des compétences, un niveau, des diplômes, mais pas pour autant dans l'optique de ne pas rentrer, justement. Parce qu'il y a un fort attachement, un lien très fort à son territoire, quoi, là où on a grandi. Et encore aujourd'hui, je dirais que ça change un peu la donne parce qu'on a accès aux formations à distance. Donc, on peut se former avec un outil numérique et puis un
un bon organisme de formation, ça peut se faire aussi à distance. Donc maintenant, je dirais que c'est moins flagrant. Après, il y a le deuxième point pour la création d'entreprise à proprement dite. Au contraire, je crois que il y a autant de création d'entreprises en hexagone que dans des territoires ultramarins. Je lisais encore dernièrement qu'en 2020, l'année dernière, c'est la crise sanitaire, mais c'est l'année où il y a eu le plus de création d'entreprises. Donc, je pense que c'est lié au fait, comme tu dis, que chacun s'approprie en fait des notions, des raisons d'être en fait en lien avec l'environnement, en lien avec le contexte mondial, et que ça prend du sens au point qu'on ressente le besoin de créer sa propre structure parce que ça nous ressemble et de sortir du côté salarié. Alors, être salarié a des avantages. Bien sûr. Même quand on crée l'entreprise, on peut faire les deux en même temps. Ça dépend de l'activité. Mais pour répondre à ta question, je pense qu'on a l'accès au même type d'aide, que ce soit sur le national ou en outre-mer, parce qu'on fait partie de la France. On a droit à des aides, des subventions, même au niveau européen. Donc, je pense que c'est pas plus difficile quand on est sur une île. On devrait même être encore plus. On devrait encore plus avoir envie d'aller plus loin, au bout de ces idées. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, quand on est sur une île, parfois on est encore plus témoin de certaines choses, des enjeux climatiques, des changements du paysage, et donc ça devrait encore plus nous booster, je pense. Parfois on est sur une île, on a accès. Alors moi, je suis spécialisée dans la prévention, la gestion des déchets, donc je vais prendre cet exemple-là. Mais lorsqu'on est dans une capitale, oui, on a accès au dispositif de tri. Je sais que je vais mettre le verre dans la poubelle verte, le papier dans la bleue, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'interroger sur ce que ça devient derrière. Enfin, on va se poser des questions, mais peut-être qu'on va se dire c'est bon, tout est déjà géré. Moi, j'ai juste à m'exécuter. Quand on est sur une île, parfois on n'a pas les moyens, on n'a pas les dispositifs pour trier, et donc on va se dire c'est comme ça, j'attends que ça se passe, quoi. J'attends qu'on me mette ma poubelle de tri, et puis là je pourrais trier. Mais si j'ai pas ma poubelle, me demande pas de trier. Et quand je dis c'est là où on devrait être encore plus conscient, c'est que quand je prends l'exemple de la Guadeloupe, quand le déchet n'est pas trié en Guadeloupe, il est enfoui en Guadeloupe. D'accord. Donc ça veut dire qu'on pollue les sols guadeloupéens. Lorsqu'il est trié, il est pris en charge dans un centre de traitement. Il va être, il va être retrié, parce qu'en fait, nous, on fait qu'une partie du tri, mais il y a d'autres phases de tri derrière. Il va être trié, il va être traité, il va être compacté en cubes pour ensuite être transporté souvent en France, pour qu'il soit broyé et que ça redevienne une bouteille ou un t-shirt ou autre. Il y a des choses qui se font aussi localement. En Guadeloupe, par exemple, pour le verre. On va garder le verre ici, on va le broyer, ça va être utilisé pour les routes. Pour les palettes en bois, pareil, ça va être broyé. En Guadeloupe, ça va devenir des copeaux de bois pour l'agriculture. Ou les pneus, mélangés à un certain type de plastique, le PEHD, qui peuvent devenir des dalles de sol. Donc, il y a des choses qui se font localement, ça crée des emplois ici. Et voilà, donc c'est cette prise de conscience qui est... selon moi, devrait être plus présente, surtout quand on est dans un territoire insulaire. Comment on fait, pour rebondir sur ce que tu dis, comment on fait pour inculquer ces notions à la masse ? Parce que toi, tu es dans le domaine, moi, je m'y intéresse, mais je me dis, quelqu'un qui, au quotidien, a ses problèmes, a ses problèmes à gérer, à sa famille, ou sans même aller dans les problèmes, a juste sa vie à gérer, comment lui faire comprendre que son petit geste, que ce soit dans le tri, le recyclage, consommer différemment, consommer local, a un véritable impact. Comment on fait ça au quotidien ? Alors au quotidien, j'ai envie de dire déjà, si nous-mêmes on le fait,
même sans le savoir, on montre l'exemple. Ouais. Parce que les gens nous observent et puis ils vont dire, ah ben tiens, elle a ramassé une bouteille, elle a mis dans cette poubelle. Donc parfois il y a le langage corporel, la gestuelle, qui fait que on peut inciter indirectement une personne à faire comme nous. Après, au quotidien, on parle beaucoup de communication. C'est savoir trouver le bon langage, la bonne tonalité, et savoir à quelle cible, à quel public on s'adresse. Donc, tu parlais de masse. Moi, je vais plus employer le terme de grand public, mais j'ai compris ce que tu veux dire. C'est un travail de longue haleine, comme tu dis, c'est au quotidien. Donc, il n'y a pas du jour au lendemain, ça y est, tout le monde va faire la même chose. Mais je crois que c'est... Alors, de manière générale, j'ai envie de dire que l'être humain va faire des actions s'il y trouve un intérêt ou un bénéfice immédiat, qui voit tout de suite une retombée positive pour lui. Ouais. Et s'il n'y a pas cette menace, s'il n'y a pas ce danger pour sa santé, il aura tendance à procrastiner et à reporter à plus tard son action, même s'il est conscient que c'est de faire. Que c'est quand même bien d'agir. Oui, voilà. Il sait que c'est important de le faire, il sait qu'il veut le faire aussi, mais ça va pas être dans sa priorité. Donc, comment faire pour inciter finalement à faire en sorte que chacun fasse un petit geste? Ça me fait penser à deux choses, en fait. À la légende amérindienne du colibri, peut-être que tu connais. C'est l'histoire d'une forêt, tropicale amazonienne qui prend feu. Et du coup, tous les animaux sont apeurés et le tatou, le jaguar, enfin tous les animaux voient un petit colibri qui fait des allées-venues, qui va prendre de l'eau dans une rivière avec son petit bec et qui va le déposer au-dessus de la forêt, tentant d'éteindre ce feu. Et donc les animaux rient aux éclats. Mais que fais-tu, colibri? Pourquoi tu amènes de l'eau? Tu crois que c'est avec des petites gouttes que tu vas éteindre le feu? Et le colibri répond, mais je sais, mais je fais ma part. C'est-à-dire que si tous les animaux de la forêt prennent un petit peu d'eau avec leurs moyens, avec leurs possibilités, peut-être qu'ensemble, on arrivera à éteindre le feu. Mais en tout cas, c'est pas en restant inactif, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est un petit peu cette façon de penser que plutôt que de regarder ce que font les autres ou ce que ne font pas les autres, d'être en accord avec sa conscience et se dire si moi ça me touche, si moi je trouve une incohérence quand même dans les faits, dans ce qui se passe sous mes yeux, qu'est-ce qui m'empêche d'agir en fait? Ouais. Voilà. Et excuse-moi, termine. Excuse-moi. Et en fait, la deuxième chose à laquelle je pensais, c'est parfois tout simplement pendant son geste d'achat. Je parlais de surconsommation tout à l'heure. Voilà, on est en 2021, le digital, la technologie, etc. On peut pas nier non plus que on utilise des smartphones, des ordinateurs. Cependant, tous les jours, on est amené potentiellement à acheter des choses. Donc, est-ce qu'on les achète pour notre besoin ou par envie? Et je parlerai de la méthode bisou. Ouais. Est-ce que tu connais le bisou? Vas-y, pour les gens. Et voilà. Et oui, alors la méthode bisou, c'est B-I-S-O-U. B comme besoin. Est-ce que j'ai réellement besoin d'acheter le produit que je vise? I, est-ce que j'en ai besoin immédiatement? Comme on disait tout à l'heure, est-ce que ça peut attendre? Est-ce que là, c'est une envie passagère compulsive? Le S, c'est est-ce que j'ai quelque chose de semblable déjà à la maison? Par exemple, je sais pas, moi, j'ai des écouteurs et là, j'ai envie d'acheter des écouteurs sans fil. Bon, est-ce que c'est réellement nécessaire? C'est à la mode ou j'ai des roses et je veux des bleus. Le O, c'est l'origine. C'est savoir s'interroger sur la provenance du produit, comment il a été fabriqué, comment il a été transporté. Est-ce que c'est issu d'un circuit court? Est-ce que c'est locavore? Est-ce que ça a été fabriqué sur mon île, par exemple?
Et le U, est-ce que c'est réellement utile? C'est-à-dire, est-ce que je vais l'utiliser une fois pour une soirée parce que ça me faisait plaisir, ou est-ce que je vais l'utiliser une fois par mois parce que c'est lié à mon activité professionnelle, ou est-ce que c'est vraiment tous les jours? Là, ma chaussure est cassée et j'ai besoin de chaussures pour sortir quand même. Voilà. Mais cette méthode, elle est vraiment très très utile parce que, et puis c'est un moyen mémotechnique très facile à retenir. Et c'est vrai que quand on se pose ces questions, des fois, on réalise qu'on n'a pas vraiment besoin de ce qu'on allait acheter. Très très souvent, on n'a pas besoin de ce qu'on allait acheter. Et c'est une méthode que j'ai connue il y a un petit peu plus d'1 an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, alors je suis arrivée dans l'extrême où je n'achète quasiment plus rien, mais sans arriver dans cet extrême-là. Et puis se poser aussi la question, une fois qu'on a fait ça, se dire, est-ce que ce que je vais acheter m'apporte du plaisir? Parce qu'il y a ça aussi, des fois on n'achète même pas par plaisir, on achète par mimétisme, parce que on a vu un tel avec, on a vu une influenceuse avec, ou c'est le produit à la mode que tout le monde a, donc on se dit qu'on doit l'avoir. Est-ce qu'au fond, si je l'achète, ça va m'apporter quelque chose de bénéfique, sincèrement? Et des fois on se pose la question, on dit bah non, en fait non. Mais c'est vrai que c'est une consommation qui est raisonnée. Ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Il y a des gens qui l'ont depuis très longtemps et tant mieux. Mais ça s'apprend. C'est pas évident, mais tout le monde peut le faire. Donc, oui, tout à fait. C'est accessible à tous, mais c'est vrai que ça génère souvent des frustrations, puisqu'on a envie d'acheter la pâtisserie qu'on voit en vitrine. Et on se dit oui, mais bon, c'est peut-être pas bon pour mon ventre ou pour l'objectif sportif que je me suis fixé. Bon, là, c'est, on va dire, moins catastrophique parce que c'est lié à sa santé, je dirais, c'est un choix personnel. Mais quand c'est vu de manière plus globale, planétaire, et qu'on sait que ça a un impact sur l'environnement, voilà, c'est là où je disais trouver le sens immédiat, le lien avec soi-même, parce qu'on se dit bon, bah c'est pas parce que j'ai jeté une bouteille dans la plastique, dans la rivière, que ça va changer la face du monde. Bah, une bouteille plus une bouteille, bon voilà. Clairement. Alors, tu es dans l'accompagnement d'entreprise. Quel écho tu as reçu quand ou que tu reçois d'ailleurs, quand tu approches des dirigeants et que tu exposes ta mission? Quel est le retour que tu as? Est-ce que c'est plutôt un retour très positif aujourd'hui, ou est-ce que c'est quand même assez difficile d'avoir cette notion d'écologie au sein d'une entreprise, malgré le fait qu'on soit en 2021 et que ce soit très en vogue? Alors, je vais distinguer les entreprises, parce qu'il y a en Guadeloupe encore une majorité de TPE, de très petites entreprises, de PME, et les grandes structures. Parce que, encore une fois, les obligations sont nuancées. Une grande entreprise va déjà être très impliquée, engagée au niveau réglementaire, et donc être beaucoup plus regardante sur les actions à mettre en place en termes de RSE, de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc elle va plus chercher à innover, et elle sera moins inclinante à convaincre sur l'engagement à mener, en fait. On va plus avoir des réflexions sur le type d'action à mener que sur le pourquoi on doit mener cette action. Et il y a les petites structures qui, elles, alors c'est intéressant, moi ce que j'ai rencontré, c'est ça en fait, c'est que dans une petite structure, tu vois, tu as le chef d'entreprise, tu as l'entrepreneur et puis éventuellement quelques salariés. Personnellement, individuellement, il est convaincu qu'il faut agir. Mais d'un point de vue entreprise, avec son regard de dirigeant, là, il va un petit peu effacer ses convictions personnelles et se dire, bon, ben là, il faut que je pense économique, et va tout de suite mettre en avant l'aspect budgétaire. D'accord. Et va remettre en question, en fait, finalement, ses valeurs, son éthique. Donc, c'est plus ou moins présent en fonction des secteurs d'activité ou du besoin du retour du consommateur, mais ça ne change pas ses obligations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit le faire, mais tant qu'il n'aura pas été contrôlé ou que
que l'État, en fait, ne lui aura pas rappelé qu'il doit le faire, il va laisser couler. Donc moi, quand je vais intervenir à ce moment-là, je vais dire, mais tu sais, c'est une obligation, donc je vais t'aider à être en conformité. Et 2, c'est un atout aussi marketing. Tu vas pouvoir te démarquer de la concurrence. Donc ils entendent, mais il y a encore besoin de trouver des arguments, voilà, pour passer le cap. Tu parlais justement du budget. Le budget, c'est une notion que l'on retrouve pour les petites entreprises, mais aussi pour, on va dire, la personne lambda, le client, parce qu'en fait, on associe très souvent l'écologie à un budget, en se disant, je peux pas avoir une démarche écologique parce que ça revient cher. Comment, justement, quel argument, toi, tu avances pour dire oui ou non? Comment faire quand tu as cet argument monétaire en face? Comment on agit malgré le manque de fonds? Alors, il y a 2 approches possibles. Enfin, il y en a plusieurs, mais au moins 2. C'est si on est déjà, si une personne en face de moi a ce langage, on va dire, financier, c'est qu'on est déjà... Enfin, c'est qu'il y a encore tout le travail de sensibilisation, de formation à faire sur les enjeux environnementaux. Pourquoi? Parce que on est dans une logique de productivité, de profit, où on veut gagner de l'argent, voilà, et on est dans une économie linéaire. Voilà, j'ai un bien, je le vends et je gagne de l'argent dessus. L'idée, c'est d'arriver à une économie circulaire. Et c'est difficile de faire comprendre qu'on va changer, qu'on va inverser un petit peu les modes de pensée et donc les modes de fonctionnement de l'entreprise. Parce que ça revient à dire que finalement, on va un petit peu tout bouleverser dans les choix des fournisseurs, dans le choix des produits, dans voilà au lieu d'importer de la France, je vais peut-être faire appel à un producteur local, mais du coup, ça aura une incidence sur le coût, mais je vais gagner en qualité. Je vais aussi répondre à un besoin du consommateur. Et donc, c'est faire des études de marché, finalement, se dire, est-ce que pour l'instant, je continue comme ça, mais pendant combien de temps je vais tenir? Parce que finalement, mes consommateurs, ils le réclament. Il y a plein d'études qui montrent que ça fait partie, que ce soit d'ailleurs les salariés ou le consommateur, parce que le salarié qui s'investit dans une entreprise a envie d'avoir une éthique, d'être fier de son entreprise parce qu'elle est engagée dans ce sens. Et du coup, voilà, la difficulté, ça va être de faire comprendre qu'il y a des alternatives, qu'on peut faire autrement et que ça passe par des bouleversements. Mais c'est pas impossible. Et la deuxième approche est plus, on reste, on va dire, dans ce modèle-là, on va pas tout changer, voilà, mais avec qui on va travailler sur le territoire. On va, comme je le disais, travailler plus sur l'économie sociale et solidaire. On va dire, ok, tu veux acheter un produit fini et pas, mais sais-tu qu'une entreprise ici, localement, le propose. Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas beaucoup plus cher parce que quand tu, en fait, importes un produit de France, par exemple, de l'Hexagone, tu as le coût, le prix de revient, tu as le coût du transport, de distribution, les taxes, d'octroi de mer éventuellement, etc. Et tout cumulé, après tu rajoutes ta marge et tout, ça te fait un prix public. Mais si tu l'achètes localement, peut-être qu'il y a des frais que tu vas retirer. Et même si on voit plus loin dans la prévention, là tu me parles d'acheter une bouteille en plastique et que tu devras payer pour la recycler. Mais en fait, si tu achètes des gourdes plutôt qu'une bouteille, tu ne te poseras plus la question du recyclage. Donc finalement, c'est des coûts, des lignes budgétaires que tu supprimes. Donc c'est prendre conscience qu'un équilibre existe, mais il faut savoir où trouver les arguments pour le positionner. Voilà, c'est savoir où se positionner, comment se positionner, par rapport à quoi, trouver les bons indicateurs. Voilà. D'accord. Est-ce que aujourd'hui, tu as l'impression qu'au niveau politique, les choses bougent au niveau écologique?
Au niveau politique, alors je ne suis pas dans la politique, je ne vais pas m'aventurer dans ce débat. Cependant, il y a des choses qui sont mises en place et qui facilitent justement un discours comme le tien. Oui, alors en tant que citoyenne, je constate comme tout le monde aussi qu'il y a des... j'en reviens aux réglementations. Ouais. La réglementation, elle concerne tout le monde. Ce qui est mis en place, on a des discours, oui, qui vont dans ce sens. On a des actions qui vont dans ce sens. En tout cas pour la Guadeloupe. On est vraiment dans la phase, pour moi, la plus importante, toujours, c'est de communication. Même s'il y a des actions qui sont menées, parfois les citoyens ne sont pas au courant et donc se sentent moins impliqués. Parfois ils sont au courant, mais ne comprennent pas le pourquoi du comment, le fonctionnement, enfin le sens de toutes ces actions-là. Donc, même si politiquement on met en œuvre des actions, que ça a une incidence sur les entreprises qui, elles, vont être en lien avec le consommateur, je crois que tout le monde est concerné, que ce soit politique, institutionnel, entreprise ou consommateur, tout le monde est concerné pour être mobilisé. À tous les niveaux, on a des responsabilités et à tous les niveaux, on peut agir. Donc, oui, en politique, il y a des discours et des actions menées, mais en fait, on en revient à est-ce qu'on attend que les autres fassent, même si on n'a pas toutes les clés en main, ou est-ce qu'on agit à notre niveau? Ouais. Moi, c'est un peu ça que finalement que je suis totalement d'accord avec toi, mais tu vois, je te pose cette question parce que je pense que des fois les gens justement ne sachant pas se disent oui mais il y a rien qui est fait, alors que des fois il y a des choses qui sont faites, mais comme tu le dis très bien, la com peut-être n'est pas très bien faite, ce qui fait qu'on ne sait pas. Mais je crois que quand on a vraiment envie d'agir, on peut aller chercher l'information. Donc tu vois, c'était dans ce sens-là que je te posais la question. Ouais. J'ai l'impression qu'aussi, tu vois, en Martinique, il y a des choses qui sont faites, des fois de manière locale, c'est-à-dire au niveau des mairies, tu vois. Et je me dis, ok, peut-être que t'as pas entendu l'information, mais est-ce que ça veut véritablement dire que rien n'est fait? Et si t'as envie d'agir, juste se renseigner, et surtout qu'aujourd'hui, l'information est accessible, comme tu l'as très bien dit, voilà, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut avoir accès à Internet, donc l'information est accessible. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à faire au niveau communication, surtout pour des choses comme ça, parce que je trouve dommage de mettre des actions en place qui impactent de manière positive, que ce soit les entreprises, mais aussi justement les consommateurs, et de ne pas en parler, parce que finalement, ce serait bénéfique à tout le monde. On en revient à l'exemple, mine de, même si chacun doit agir à son niveau, parce que c'est comme ça que les choses vont avancer, on est quand même motivé à agir quand on voit que ceux qui nous dirigent le font. Parce qu'on se dit, ouais, eux, ils le font quand même. Donc, moi aussi, je peux le faire. Et c'est vrai qu'il y a il y a ce mimétisme de l'exemple, de l'action, qui pourrait inciter à passer à l'action, justement. Je me répète, c'est redondant, mais voilà, à passer à l'action. Oui, c'est vrai que lorsqu'on voit les autres agir, c'est possible positivement, ça donne une impulsion, ça donne envie de suivre, ça donne envie de s'investir davantage. Et tu as raison quand on entend souvent oui mais rien n'est fait, et je crois que cette phrase-là finalement ça peut traduire soit rien n'est fait, du moins je ne suis pas au courant de ce qui est réellement fait concrètement, ou rien n'est fait, ça veut dire rien n'est fait comme moi j'aurais aimé que ça se fasse. Ouais. En fin de compte, c'est oui, mais je vois qu'il y a des choses qui sont menées, mais est-ce que réellement ça va avoir un impact comme je souhaiterais que ça en ait un? Et ce que ça traduit pour moi, c'est que tout le monde a des idées, tout le monde réside, évolue dans son quotidien, dans son île, dans son territoire, et donc peut être amené à proposer des solutions concrètes et adaptées. Clairement. Et c'est pour ça que c'est important de se rassembler, de partager son expérience, ses idées, parce qu'il n'y a pas une solution, il n'y a pas un mode d'emploi pour dire voilà, on va faire comme ça et c'est la meilleure des solutions. Parce que rien
il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Ça aussi, c'est une autre citation. Et donc, on doit s'adapter perpétuellement. Et c'est peut-être ça aussi qui est déconcertant, c'est qu'on doit sortir de ses habitudes, de ses routines. Rien n'est acquis. Et donc, quand on voit des mouvements qui sont lancés, qui sont initiés, on a tendance à vouloir les suivre parce que ça sonne, c'est positif selon nous. Mais peut-être que 2 ans après, hop, la donne a changé et il faudra changer de sens ou prendre des virages, etc. Donc, c'est ça, c'est s'adapter, évoluer et voilà. Il y a rien de figé, quoi. Sur ton exemple de choses qu'on fait et qu'on repense pour refaire, je te prends un exemple. Par exemple, il y a très longtemps, nos grands-parents, pour faire leurs courses, allaient dans les marchés. Et on achetait, et nos grands-parents ou arrière-grands-parents achetaient des produits locaux, achetaient les fruits de saison, les fruits et légumes de saison, parce que c'est ce qu'il y avait sur les marchés. Il n'y avait pas de centre commercial, donc on allait le dimanche faire son petit marché, voilà. On a arrêté parce que il y a eu cette mode de grands magasins où on va faire ses courses, tout ça. Et aujourd'hui, on repense différemment en se disant, mais oui, mais finalement, est-ce que aller au marché et acheter des fruits et des légumes de saison à la petite marchande qui met pas de pesticides, qui sait ce qu'elle a planté, est-ce que finalement c'est pas ça qui est consommé raisonnablement? Donc, et aujourd'hui on réalise que si, en fait, c'est peut-être aller voir la petite dame qui vend son igname là, c'est peut-être plus logique dans une démarche éco-responsable que d'aller dans un grand centre commercial où, par exemple, acheter de la viande locale, c'est 3 fois plus cher qu'acheter de la viande qui vient de France, tu vois. Et je pense que, oui, il y a peut-être des choses qu'on va refaire, il y a peut-être des choses qui vont changer, on va faire un truc et puis on va dire non, finalement, on va faire un truc. Mais tant que finalement, je me dis que la démarche reste positive et qu'on arrive à créer une dynamique économique et sociale qui a un impact positif, je me dis tant mieux en fait, parce que chacun agit comme il le peut, mais de manière réfléchie en se disant ok, j'ai fait ça, c'est à cet instant-là, c'était ce qui me paraissait le plus logique. Aujourd'hui, c'est différent, donc on agit différemment et c'est pas grave parce que c'est une évolution. C'est une évolution et comme tu le dis, tout le monde évolue, la société évolue aussi et il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qui nous paraissent totalement sensées, puis demain on se dira mais c'était cool en fait ce qu'on faisait. Mais c'est pas grave, on évolue et puis on essaye de faire au mieux, surtout. Oui, et c'est pour ça que l'information et la communication est très importante pour qu'elle arrive jusqu'au consommateur et qu'elle soit surtout bien comprise et maîtrisée du consommateur. Parce que souvent, on utilise des mots, des termes qui veulent tout et rien dire, en fait. Développement durable. Ah oui, mais ça cache quoi, le développement durable? Ou de plus en plus, tu prenais l'exemple là de consommer local, on va dire, des fruits de saison. On entend aussi de plus en plus, tu sais, avec la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, sortir de l'usage, sortir de l'utilisation du plastique à usage unique, de contenants à usage unique. On pense bien faire, on se dit mais je vais acheter par exemple un gobelet où il y a écrit que c'est compostable. Donc c'est bien. Et en fait, il y a le code de la consommation maintenant, notamment, qui stipule qu'il est interdit d'écrire sur un emballage qu'il est biodégradable ou compostable, parce que ça peut induire en erreur le consommateur. Et comme tu disais, parfois on veut bien faire, mais on est mal informé. Ouais. En fait. Alors, pour info, compostable, ça peut être un objet compostable industriellement ou du compost domestique. D'accord. Et on ne peut écrire compostable que si c'est compostable au domicile. D'accord, ok. Qui va se dégrader dans un compost avec les dispositions qui vont bien, un mélange de sec, d'humide, de peu de luminosité, etc. Mais si c'est compostable industriellement, ça veut dire que ça doit forcément passer dans une usine, passer à forte température, etc., etc. D'accord. Donc on est encore dans un système où il faut le trier pour que ça aille à la bonne usine de compost industriel. Et si c'est pas le cas, du coup ça va quand même avoir un impact sur l'environnement.
Donc, tout part de ce travail d'information, de communication pour que le consommateur ait le maximum d'informations. Maintenant, il y a les QR codes où on peut développer ce genre de synthèse, de fiches techniques sur un produit. Et je pense que ça va faciliter, ça va aider. Mais encore faut-il, comme tu dis, que cette information soit accessible et que la personne se pose les bonnes questions au moment de l'achat. C'est ça. L'information, le bisou. Et toi, c'est ce que tu fais, justement, t'accompagnes pour mieux comprendre les enjeux écologiques. Aujourd'hui, dans ton entreprise, est-ce que tu es toute seule? Est-ce que tu as une équipe? Comment ça se passe? Alors, il y a 0 salarié, il y a moi, effectivement, dans l'entreprise, mais je ne considérerais pas que je suis seule parce que, comme je t'ai parlé d'incubateurs notamment, ou de partenaires, de prestataires, ça c'est important aussi, de créer des partenariats durables. Quand on a repéré des personnes qui sont aussi engagées, faut savoir déléguer, mais au moins on a la même vision, on va dans le même sens. Voilà. Parce que parfois on croit qu'on est Shiva, on peut tout faire. moi je vais gérer la com, moi je vais gérer l'administratif, je vais gérer le commercial et tout. Mais bon, les journées sont toujours composées de 24 heures. Et du coup, même si on sait faire, parfois il faut déléguer du moment qu'ils sont engagés. Et oui, donc R3, c'est ça. Pour l'instant, comme alors je vais faire des jeux de mots, mais au départ, j'exploitais une machine. Maintenant, je m'oriente plus dans le conseil. Donc, je transmets plus ma matière grise. Donc, tu vois, je montre patte blanche auprès des entreprises pour s'engager dans le vert. Et je donne du gris. C'est déjà très, très bien. En tout cas, on te souhaite un très bon développement parce que ton projet est juste génial et on a besoin d'entreprises comme la tienne. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de t'inviter parce que t'es quelqu'un comme nous, en fait, qui s'est dit, OK, il y a un problème. Comment je peux faire pour résoudre ce problème? Et t'es l'exemple parfait que c'est possible. Et pourtant, ton entreprise, c'est une entreprise d'envergure, mais tu prouves que c'est possible. Donc, c'est génial. Et ça va bientôt faire... Ah bah non, ça fait 1 heure qu'on papote. Et ouais. Je rebondis sur ce que tu dis quand même, parce que dans mon bureau, il y a une phrase de Mark Twain. Je regarde sur ma droite où il y a écrit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Exactement. Voilà. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si on devait retenir une chose de toi ou de ton expérience ou un message que tu as envie de faire passer, quel serait-il? Eh bien, je dirais qu'il faut aller au bout de ses idées, qu'il faut savoir persévérer, parce que oui, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup d'adversité, que ce soit au niveau personnel en tant que particulier, on peut agir en tant que citoyen, ou que ce soit dans le milieu professionnel. Je crois que pour être durable, il faut savoir connaître ses ressources et faire preuve de détermination. Il y a un animal qui me caractérise un peu, c'est la tortue. Ouais. J'aime beaucoup la tortue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait appel à une association, un centre de soins des tortues marines. Il y a un proverbe guyanais, je terminerai peut-être par ce proverbe, qui dit « Piti piti, totika monte montagne ». Voilà. C'est petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, même si on avance doucement, on avance sûrement. Je te remercie pour Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, c'était vraiment très très agréable. Cet épisode se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et des vôtres et à bientôt. Des bisous.